YouTube, salut les gars, c'est Mr. Play, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va super. On se retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors, on a la trade deadline qui est passée. Ok, il y a eu beaucoup de mouvements. Je vais faire un live sûrement, soit aujourd'hui, euh, juste avant de quitter l'hôtel, soit quand j'arrive à Paris et qu'on arrive dans le setup, à la maison, on est posé tranquille, on pourra faire un gros live pour résumer tout ça. Je sais pas en tout cas, parce que là, c'est un peu compliqué, comme je le dis, j'ai qu'un seul écran, donc... mais bon, on va quand même réagir à la news de Yabouzélé qui a été trade aux Bulls, Chicago Bulls, ok. Yabouzélé qui est dans une situation compliquée aux Knicks, euh, qui pouvait pas s'exprimer. Donc voilà, qu'il avait très peu de temps de jeu. Quand il avait du temps de jeu, il n'était pas forcément bon. Donc voilà, c'était un peu compliqué la situation. Mais bon, on va en discuter, on va en parler et on va regarder une vidéo de Yabouzélé qui s'exprime sur le sujet. Ok, tac, on est parti. Et je crois que non. On va laisser comme ça parce que... Changement d'équipe et retour sur les parquets, ça doit te faire vraiment plaisir d'avoir autant de temps de jeu et de pouvoir démontrer ce dont tu es capable. On sait ce dont tu es capable de toute façon, mais changement d'équipe et retour sur les parquets, ça doit te faire vraiment plaisir d'avoir autant de temps de jeu et de pouvoir démontrer ce dont tu es capable. On sait ce dont tu es capable de toute façon, mais ça doit faire du bien. Ça me fait vraiment du bien. C'est pour ça que forcément, je tiens à remercier Dieu pour l'opportunité que j'ai eue de pouvoir être ici, de venir là. Je remercie aussi forcément les Chicago Bulls d'avoir décidé de me trader parce qu'ils ont cru en moi. Puis depuis que je suis là, depuis le début, tout le monde est vraiment gentil avec moi. Les coachs, les joueurs, même les kinés. J'en connaissais un avec qui j'étais à Boston. Donc voilà, c'est vrai quand tu arrives dans une équipe comme ça et qu'il y a beaucoup de gens qui te disent qu'ils sont contents que tu sois là et qu'on te pousse vraiment déjà au niveau de la confiance avant que le match il commence et tu te sens déjà bien. Donc voilà, ça fait vraiment plaisir. Ça fait vraiment plaisir. C'est une nouvelle équipe, jeune aussi. Je sais qu'il y a beaucoup de nouveaux joueurs. Donc je m'inquiète pas. Je sais qu'on va apprendre à mieux se connaître parce que c'est vrai que là c'était un peu court, mais voilà, on va continuer sur cette voie-là, travailler, pousser. Et oui, très content de pouvoir retrouver les parquets et avoir du plaisir sur le terrain. Je pense qu'une équipe comme Chicago, c'est vraiment bien pour Yabouzélé. Parce que, voilà, je pense qu'il doit encore faire ses preuves en NBA. Ok, oui, il a taffé l'année dernière avec les Sixers, je le conçois, hein, il a mis 10 points, mais c'était une équipe qui faisait que de perdre, tu vois. Et en NBA, en fait, genre, je sais pas comment vous expliquer, mais les coachs, being part of a winning team is very important. Like, faire partie d'une équipe qui gagne et faire partie d'une équipe qui perd, c'est pas pareil, tu vois. Tu mets 10 points dans une équipe qui fait que de perdre, qui a tanké, c'est pas pareil que tu mets 10 points dans une équipe qui gagne. Tu vois ce que je veux dire? Et ça, les coachs, tout ça, ils te voient pas de la même manière. A winning play and losing play, c'est tellement, important. Je vous donne un exemple, juste par exemple Cam Thomas, OK? Qui est un joueur formidable, qui est tourné à 24 points dans une équipe qui perd. Tout le monde s'en fout, tu vois? On s'en fout, il a tourné 24 points dans une équipe qui fait que de perdre, même si c'est un putain de scoreur. Mais tu sais, on va toujours trouver des excuses pour rabaisser ses performances, tu vois? Et voilà, c'est dommage, hein, mais c'est comme ça le game. C'est quand tu fais partie d'une losing team ou une winning team, c'est pas la même chose. Et je pense que, voilà, il a fait une bonne saison avec les Sixers l'année dernière, mais on va dire que le rôle que tu vas avoir dans une winning team, c'est pas pareil que ce que tu vas avoir, dans une losing team, mais on va être beaucoup plus exigeant. Donc peut-être que tu dois être t'établir un peu plus, tu vois, dans une losing team et ensuite, pouvoir, monter dans une winning team. Tu vois? Je te prends l'exemple par exemple même de Moussa, hein, qui est arrivé par exemple aux Clippers dans une winning team où il avait pas beaucoup d'opportunités, tu vois? Après il a été transféré dans une losing team et il a pu s'exprimer pendant un an et maintenant, tu vois? Et on voit que, bah, le mec, il a un impact sur la victoire, tu vois? Donc peut-être que tu dois encore passer par ça et prouver. Après, oui, c'est chiant que tu le faire à 30 ans parce que, voilà, tu dis à 30 ans: «Vas-y, j'aimerais bien être dans une équipe qui gagne, gagner des matchs», tu vois? Mais peut-être que tu dois passer par là, hein. C'est comme ça des fois, hein, le basket, hein. Forcément, tu pouvais pas trop le dire quand tu étais à New York, mais est-ce que c'était vraiment frustrant quand même de pas avoir de temps de jeu, de rester sur le banc comme ça? Après, voilà, New York, c'est un peu du passé. J'ai pas envie encore de repartir dans le passé. Je veux vraiment avancer de l'avant. Comme j'ai dit, voilà, je les remercie et je leur souhaite. J'aimerais bien savoir quel joueur est sur le banc et être content d'être sur le banc. Le journaliste aussi, il pose une question bête. «C'est frustrant d'être sur le banc?» Bah oui, c'est frustrant d'être sur le banc, frérot. Tu penses qu'il y a quelqu'un en NBA qui aime bien être sur le banc? Je pense qu'il y a un joueur, même toi, tu es en départ, si tu es en départ, tu joues, tu es sur le banc, tu vas avoir le seum. Donc, c'est une question stupide un peu, hein, de dire, c'était frustrant d'être sur le banc. Bah oui, c'est frustrant d'être sur le banc. Surtout que les joueurs NBA, ils pensent tous qu'ils peuvent, apporter quelque chose, tu vois?
Donc Yabusele était sur le banc, sûrement il se dit: «Ah putain, on perd, je pourrais apporter ci, ça» et c'est frustrant d'être sur le banc. C'est pour tous les joueurs NBA, que ce soit rookie, que ce soit vétéran ou pas. Donc c'est une question un peu bête, hein, du journaliste. Mais bon, voilà, il fait son taf, hein, on va pas Le meilleur. Là, je suis dans une situation où je vais prendre du plaisir et que je vais pouvoir jouer. On va essayer de gagner les prochains matchs. Là, c'était un peu dommage pour la première de perdre, mais voilà, on a su montrer quand même quelque chose. Donc, comme j'ai dit, c'était une nouvelle équipe, donc c'est plutôt positif. Je pense qu'on a montré des choses aussi qui sont bien, et puis le temps un peu de trouver les connexions entre nous, que tout le monde puisse jouer, parce qu'il y a beaucoup de joueurs qui n'ont pas joué aussi. Puis, je pense que ça va aller. Est-ce que la trade, est-ce que c'est quelque chose que tu t'attendais ou bien c'était une surprise? Euh, je Je sais même pas quoi dire, c'est compliqué parce qu'en fait, on sait jamais vraiment comment ça se passe. pour le trade de Yabusele, ce qui bloquait, c'était sa player option. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est une player option, bon, je pense qu'il va en parler. Je vais attendre qu'il en parle et après je vous expliquerai. Mais c'est ce qui bloquait Yabusele, c'est sa player option. Mais en tout cas, bon, content que ça soit passé, comme ça pour moi et que je puisse venir, dans cette franchise-là et puis, me battre tous les jours avec ces gars-là. Est-ce que, qu'est-ce que tu vas apporter à cette équipe justement? Comment tu vois ton aide par rapport à l'équipe qu'ils ont? De l'énergie, de l'expérience, voilà, de essayer de ramener la positive attitude, on va dire, qu'on soit vraiment positif, qu'on soit dans la même direction. Je pense qu'il y a un potentiel. Puis voilà, on va essayer de faire ce qu'on doit faire tous ensemble. On va tout donner en tout cas et puis, on va essayer d'avoir une bonne deuxième partie de saison. Il y a 2 choses que je voulais te demander, mais je sais pas si tu as le droit de commenter là-dessus. Si tu as pas le droit, tu me le dis. Est-ce que, tu as, renoncé à ta top option joueur? Et il y a aussi eu des rumeurs comme quoi tu pouvais retourner en Europe. Est-ce que ça, c'était fondé ou ça a été dans ta tête ou pas du tout? Bah, j'étais ouvert à tout, quoi. C'est que je me suis pas dit, on ferme la porte ou quoi. Donc je me suis dit: «Bon, on va voir, on va voir». Je savais aussi que pendant les trades, il y avait quelques équipes, mais en même temps, il y avait un peu rien. Donc voilà, je m'étais, juste fait à l'idée que bon, si ça devait arriver, je serais prêt. Dans ma tête, j'ai toujours gardé cet esprit de compétiteur. Fallait que je sois prêt. J'ai continué à m'entraîner pour arriver dans des situations comme ça et puis essayer de performer directement. Mais sinon, ouais, on avait décidé parce qu'en fait, mon contrat, on va dire que bon, pas que ça pose un problème, hein, mais mon contrat était un peu différent par rapport. Ça pose un problème, tu vois? Ça clairement, ça pose un problème. Une player option en NBA, ça pose un problème si tu es pas un gros joueur, tu vois? Ou même si tu es un gros joueur, hein, peu importe qui tu es, tu as une player option à 50 millions par exemple, il y a Zach LaVine qui avait une player option à 50 millions cette année. Bah, bien évidemment qu'il l'a pris, tu vois? Donc personne voulait trade pour Zach LaVine parce qu'il a une player option à 50 millions. Donc il était obligé de rester aux Kings. Donc une player option, c'est un souci. Après si ta valeur, elle vaut plus que ce que ta player option, ah là, il y a pas de souci, tu vois? Là, les équipes sont contents que tu aies une player option ou même ils savent que tu vas pas la prendre, tu vois? Mais en fait, quand ta valeur, elle est basse, enfin, quand ce que tu produis, c'est moins que ce que on enfin, que ta player option et bah, là, ça pose un problème pour les équipes parce qu'ils disent: «Ah, c'est-à-dire qu'on est obligé de le garder 2 ans à 5 millions. Alors ça se trouve, on va pas le faire jouer, il va s'asseoir sur le banc, il peut pas trop nous apporter. Ah, ça fait beaucoup, ça prend de l'espace dans notre cap space, alors qu'on pourrait avoir un autre joueur», tu vois? C'est ça le problème de la player option. Donc ça veut dire que ça bloquait pour les équipes parce que s'il était en fin de contrat et qu'il y avait pas de player option ou il y avait une team option, donc une option de l'équipe, il aurait été trade facilement. Facilement parce qu'ils auraient dit: «Bah, de toute façon, il vient, il est pas bon, on le laisse libre ou on le re-signe et c'est nous qui décidons de le signer à notre prix». Donc c'est ça, c'est pour ça que sa player option, elle posait un problème. Les équipes voulaient pas le trade parce qu'elles savaient qu'il y a Yabusele, si on le trade, il y a une player option de 5 millions. Ça veut dire que même si, heu, on veut pas on veut pas de lui, bah, il peut rester et avoir ses 5 millions garantis, tu vois? Et il y a des joueurs qui sont dans cette situation-là, hein, comme je l'ai dit, Zach LaVine, voilà, qui est dans une situation où il a pris 50 millions au Sacramento Kings. Alors que s'il prend pas sa player option, il sait très bien que personne va lui donner 50 millions, tu vois? Mais il va la prendre parce que et c'est ce qu'il a négocié et voilà. Donc une player option aussi, ça peut être bien comme ça peut être mauvais. C'est bien d'un point de vue du joueur, donc ça veut dire une équipe, elle te dit: «Bon, vas-y, on peut pas te donner 10-12 millions par an, mais on te donne 5 millions cette année, plus une player option 5 millions l'année prochaine». Ça veut dire que si tu taffes de ouf cette année et que tu as envie de renégocier un autre contrat ou partir autre part, tu peux. C'est-à-dire tu es libre. Mais si tu vois que tu taffes pas trop, et bah, tu as quand même 10 millions garantis, donc 5 millions cette année, 5 millions l'année prochaine. Donc au lieu d'avoir 10 millions sur un an, bah, des fois tu peux avoir une player option, 5 millions sur un an, 5 millions sur 2 ans. Et c'est un peu plus sécurisant pour le joueur. Mais du coup, moi, pour les équipes, parce que
Enfin, ça fait chier de mettre 5 millions sur un joueur que tu vas pas faire jouer, sachant qu'il a pas beaucoup joué au début de la saison au Knicks, donc on sait pas trop c'est quoi sa valeur, on sait pas trop voilà, l'année dernière, il était à Philly, OK, mais c'était dans une équipe où il y avait beaucoup de blessés, les équipes, elles tankaient, donc il a taffé. Il a taffé, hein, clairement, il a fait un gros, gros taf l'année dernière. Je crois qu'il était à 35 à 3 points, à 10 points de moyenne. Mais en NBA, c'est jamais assez, faut toujours prouver, tu vois? En NBA, c'est jamais faut jamais dire: «Ouais, là, j'ai taffé, ah, c'est bon». Faut toujours prouver. Chaque année, il faut prouver, 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 prouver. C'est comme ça la NBA. Quand tu es pas une superstar, un role player, faut tout le temps prouver et c'est jamais tu en as jamais fait assez. Tu en as jamais fait assez. Donc faut toujours prouver, surtout quand tu es dans des petits contrats de 5 millions sur un an, voilà, 10 millions sur 2 ans, voilà 3 000 000, 23 000 000, 3 ans, des trucs comme ça, c'est des petits contrats. Faut toujours prouver parce que sinon tu peux être out of the league. Donc voilà. Alors, eux et on avait décidé de faire comme ça pour que je puisse venir, pour aussi aider, ici, pour que ça facilite, en fait, on va dire, mon arrivée ici et que je puisse jouer. Donc, on va encore miser sur moi-même. Et puis voilà, ça va bien se passer. C'est exactement ça, parce qu'en fait, on va dire qu'il avait pas trop le choix, parce que, c'était soit il renonçait à son player option, il se faisait trade, soit il renonçait pas à sa player option et restait aux New York Knicks, bah, pour encore 2 ans, sans jouer quasiment, parce que je pense que Mike Brown n'était juste pas dans ses plans. Après, Yabusele, c'est un joueur spécial aussi, parce que c'est un joueur, heu, qui peut jouer un peu 4-5, comme son match là, pour ceux qui ont vu le match, des Bulls, hein, moi j'ai vu le match, voilà, il y a des périodes où il joue 5, 4. En fait, c'est un joueur polyvalent, en fait, tu vois? Et en NBA, le problème, c'est que des fois, on a besoin que tu sois vraiment spécialiste dans un domaine. Et tu vois, Yabusele, c'est pas un poste 3, un peu petit pour un poste 4, mais lourd aussi pour jouer 4-5. En fait, tu vois, c'est un joueur polyvalent, en fait. Tu vois, les joueurs qui peuvent jouer à multiple positions, mais qui n'a pas aussi de trucs fixes, tu vois. Il a besoin qu'on lui donne un 2 post-up par game, comme lui ont donné les Bulls. Mais tu vois, en fait, le truc, quand tu es au Knicks, tu es un role player. Eh frérot, on va pas te donner de place pour toi. Tu vois, on a Jalen Brunson, on a Michael Bridges, on a OG, on a Karl Anthony Towns. Il y a tous ces mecs-là qui vont passer avant toi. Tu vois, donc on n'a pas le temps de faire play pour Yabusele. C'est juste écarte-toi quand tu es tout seul, mets tes shoots. Si tu es pas capable de faire ça à 35-30, entre 35 et 40%, tu vas vite aller sur le banc. C'est comme ça, tu vois, un peu dans les rôles, en NBA. Pour ceux qui suivent les Hornets, par exemple, Moussa, il a 0 plays pour lui, hein. Moussa, il a 0 plays pour lui. Les seuls plays ou le seul ballon qu'il a, c'est, bah, des fois sur pick and roll, où il va courir, contre-attaque, ou c'est une fin de possession, et cetera. Mais tout le match, il y aura 0. En fait, il y a 0 play où, du début, on va dire: «Allez, on fait une play pour Moussa». Tu vois? Mais c'est comme ça, tu as replay NBA, c'est comme ça, tu vois? Nous, on va maximiser nos chances de marquer en donnant les balles à Brandon Miller, LaMelo Ball, Miles Bridges, Konopo, et voilà. C'est ces mecs 4 là, mecs, qui vont tirer. Voilà, les mecs qui viennent off the bench aussi, et voilà. Moussa, tu dois être ton rôle, tu dois prendre des rebonds offensifs, remonter, voilà, faire ça. C'est comme ça que tu vas manger ton pain, et c'est comme ça un peu quand tu es pas une star NBA, quand tu es un role player, et c'est comme ça la vie d'un role player, donc voilà. Donc voilà pourquoi Yabusele, je pense que moi je l'ai dit, c'est mieux pour lui qu'il soit dans une équipe comme ça, comme les Bulls, où il puisse s'exprimer. Où voilà, ils gagnent pas de match, ils tankent. Voilà, il peut jouer, il peut avoir des ballons, il peut avoir ses post-up, il peut avoir ses petites ISO, ses petits pick and roll, enfin, tu vois, où il pose des pics, etc. Il peut avoir toutes ces choses-là avec une équipe un peu young. Voilà, c'est un peu le vétéran de l'équipe. Et il puisse s'exprimer, tu vois, pas forcément avoir la pression de gagner des matchs, etc. Où le coach n'a pas forcément de pression de gagner les matchs. Et là, il peut s'exprimer et faire augmenter sa valeur. Et l'année prochaine, il pourra peut-être rejoindre un contender avec un contrat encore autour des 5-6 millions, tu vois, à l'année. Mais je pense que moi, depuis le début, je vous avais dit de toute façon, je pense que les Knicks, c'était pas la bonne situation pour lui. Je pense que les Denver, ça aurait été une meilleure situation pour lui. Après, je sais qu'il n'a pas eu énormément d'offres. Enfin, d'après ce qu'il avait dit, hein, il avait eu Denver et les Knicks vraiment qui étaient chauds sur lui. Les Sixers aussi, je pense qu'ils voulaient le prolonger, mais au minimum. Donc, heu, donc voilà, mais je pense que c'est une bonne situation pour lui. Il a bien fait de ne pas prendre sa player option parce que c'était soit ça, soit un retour en Europe, hein. C'était soit tu joues pas, soit tu retournes en Europe, et renoncer à cette player option pour rester, c'était le meilleur choix. OK? Likez, commentez, abonnez-vous. I'm outta here.